Hello, c'est Anaïs. Je prends 30 secondes de ton temps avant cet épisode pour t'annoncer que j'organise le mardi 4 juin de 12h à 14h un workshop en ligne intitulé Marketing responsable, mythe ou opportunité, 5 actions pour s'y mettre aujourd'hui. Au programme, viens découvrir la réalité derrière les idées reçues et les préconceptions courantes sur le marketing responsable. Apprends à mettre en œuvre 5 stratégies concrètes pour réduire l'impact environnemental et sociétal de ton marketing. Et enfin, découvre comment évaluer efficacement l'impact de tes campagnes grâce à des outils et méthodes. Les places sont limitées, avec des tarifs exclusifs pour les auditoristes à 50 € au lieu de 75. Alors inscris-toi dès maintenant pour faire la différence avec ta stratégie marketing. Le lien est dans la description de l'épisode. Allez, bonne écoute! Bienvenue dans Slow Marketing, le podcast qui dépoussière les codes du marketing pour promouvoir un marketing responsable, positif et engagé. Je suis votre hôte, Anaïs Baumgarten. Pour des insights et le transcript de l'épisode, ne manquez pas de vous abonner à notre newsletter. Bonjour Jade, c'est un plaisir de te recevoir sur Slow Marketing. Comment vas-tu aujourd'hui ? Ça va très bien et toi Anaïs ? Ça va super, merci. Alors, dans cet épisode, nous allons explorer les nuances du marketing d'influence. Mais avant ça, est-ce que tu peux te présenter et nous parler un peu notamment de ton parcours avec Capucine Coudrier, autrice et créatrice de contenu pour le compte Over the Rainbow ? Alors moi c'est Jade, je suis agente pour créateurs de contenu engagés et je travaille aux côtés de Capucine qui crée du contenu féministe et LGBT. Elle sensibilise aussi beaucoup sur les violences conjugales, notamment parce qu'elle en a été victime lorsqu'elle était adolescente. Mon rôle du coup c'est de fournir un accompagnement 360 pour les marques avec des engagements environnementaux qui souhaitent gagner en visibilité. On s'est rendu compte avec Capucine au début de notre collaboration qu'il y avait un manque réel d'accompagnement des marques dans leur campagne d'influence. Pour eux, l'influence, c'est un peu un monde à part. Et c'est vrai que on a cette approche d'accompagnement de A à Z, donc tout ce qui est construction de stratégie d'influence jusqu'à un retour de la campagne avec des KPIs pour mesurer et suivre l'évolution de la campagne pour savoir si la campagne a atteint les objectifs fixés en amont. L'influence aujourd'hui est pas mal décriée. On voit énormément de scandales, notamment en B2C, sur des promotions de produits qui ont vraiment un impact négatif, on va dire, ou des promotions cachées, etc. Comment est-ce que toi, aujourd'hui, tu définis l'authenticité dans le contexte du marketing d'influence et pourquoi est-ce que c'est crucial ? Alors pour moi, l'authenticité, c'est d'abord le respect de l'audience. C'est hyper important et comme tu viens de le dire, il y a beaucoup de choses qui se passent derrière, avant les collaborations, qui sont pour moi inacceptables. On va prendre l'exemple de la cosmétique. Il y a plein de produits qui ne sont pas testés par les influenceurs et qui font l'objet de collaborations commerciales. Donc les influenceurs ne testent pas les produits et vendent ces produits-là en donnant des conseils fictifs, finalement. Pour moi, c'est un manque de respect envers l'audience et donc les futurs consommateurs. Il y a un réel besoin de cohérence et de transparence dans les partenariats pour pouvoir avoir des retours authentiques finalement des influenceurs, puisque c'est ça ce que l'audience recherche, c'est un réel test des produits et un retour authentique pour savoir si le produit peut être consommé ou non. Tu parlais justement du milieu, du monde cosmétique. Je sais pas si tu es au courant du phénomène de désinfluence sur TikTok. Des influenceurs ou influenceurs, on ne sait pas comment les appeler, qui dénoncent ces vidéos, promotion de produits cachés, quoi. Et j'avais lu et j'ai l'étude sous les yeux que je pense qu'il y a plus d'1 million de posts, je vais retrouver le chiffre exact, avec le hashtag désinfluence. Et sur ces posts, on a plus de la moitié, un bon 55%, qui se concerne justement l'univers du cosmétique, parce que c'est vraiment une grosse thématique d'influence aujourd'hui. Selon toi, c'est quoi les principaux risques de manipulation qu'on peut retrouver justement dans le marketing d'influence et comment est-ce que tu les identifies ? Alors pour moi, le risque principal, c'est le greenwashing, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, il y a des partenariats qui se font, ou en tout cas qui ont été faits, avec des influenceurs. Je vais prendre l'exemple de Thibaut InShape qui a fait un partenariat récemment avec le GIFAS, le groupement des industries françaises aéronautiques et spatiales, où la question c'était de se demander est-ce que l'avion pollue ? Est-ce que l'avion de demain peut être un avion propre ? Dans cette collaboration commerciale, du coup, c'était des interviews de groupes aéronautiques
et il n'y a eu aucune contradiction. Donc c'était un discours qui allait dans un seul sens, où les groupes du coup affirmaient leur volonté d'émettre 0 gramme de CO2. Finalement, Ouais. on voit que c'est impossible en fait pour un avion d'émettre 0 gramme de CO2. En tout cas, c'est très très ambitieux et je pense que ça sera pas fait d'ici là. Et aujourd'hui, j'invite vraiment, enfin, je peux pas identifier vraiment les risques de manipulation, j'ai pas de clé en tout cas pour les identifier, mais je demande vraiment aux audiences qui suivent ces influenceurs à eux-mêmes s'informer, à eux-mêmes être éduqués sur les questions écologiques et de remettre en cause constamment ce que les influenceurs disent, même si voilà, on peut avoir confiance en un influenceur. C'est quand même important parfois de remettre en question, notamment quand il s'agit de collaboration commerciale, puisque derrière, c'est de l'argent. Enfin, quand Thibaut InShape a été contacté par le GIFA, je pense qu'il y a eu un gros billet qui a été lâché derrière. Et c'est bien, puisque lui aussi, de son côté, son modèle économique, il y a des gens qui travaillent pour lui, qu'il faut aussi également qu'il puisse payer. Et donc, j'imagine que ça a été plutôt une bonne nouvelle d'être contacté par ce genre de lobby qui ont les moyens de financer des campagnes d'influence de cette taille-là. Donc, je critique pas du tout. Enfin, je comprends que ça soit difficile pour des influenceurs de remettre en question même eux-mêmes leur partenariat, mais quand ils le font pas, c'est important à l'audience d'être informée, de s'informer et de pouvoir remettre en question et de pouvoir même mettre des commentaires sous les vidéos en disant bah écoute Thibaut InShape, là c'est compliqué de faire un partenariat avec ce lobby-là, c'est clairement du greenwashing, évite à la suite de refaire ce type de partenariat. En fait, je demande vraiment à l'audience d'être éclairée sur ce sujet. Et comme tu disais, même au niveau des cosmétiques, c'est important d'avoir ce regard-là vrai finalement. Si un influenceur teste un produit et que le produit, il n'est pas de qualité, soit il ne fait pas la campagne publicitaire, puisque l'idée, c'est pas non plus de détruire la marque, ou soit il est libre aussi de dire que, bah écoutez, moi je vous conseille, on a une relation de confiance ensemble, je vous conseille de ne pas acheter ce produit-là. Ouais, moi ce que j'entends aussi, c'est dans ce que tu viens de dire, donc il y a un vrai souci d'objectivité et que effectivement tu le mentionnais tout à l'heure, quand on a un influenceur qui vient parler d'un produit, d'un service, d'une solution, bah, en fait il y a un biais de confirmation parce que c'est quelqu'un en qui on a confiance, qu'on va écouter peut-être tous les jours ou en tout cas de manière très régulière son contenu, etc. Donc il fait comme partie de notre cercle proche et ça a le même effet qu'une recommandation d'un ami, c'est-à-dire que c'est beaucoup plus puissant en termes de si quelqu'un, votre entourage vous dit bah, va dans cette pizzeria plutôt qu'une autre parce que les pizzas sont 1000 fois meilleures, bah, vous allez avoir un biais de confirmation et de vouloir préférer la pizzeria A versus la B. Donc il y a ce premier point-là. Il y a un deuxième sujet que tu disais, tu mentionnais de moyens, parce que en effet, des grosses campagnes d'influence comme ça a un coût et tout le monde peut pas se le permettre. Et donc généralement, bah, on se retrouve en fait avec un déséquilibre de force et notamment des gros lobbies qui peuvent se permettre de faire des campagnes d'influence avec des gros influenceurs, tandis que peut-être des ONG, des associations qui auraient d'autres messages à faire passer, eux n'ont pas les moyens de faire ces campagnes-là, en tout cas pas à la même échelle. Est-ce que tu penses pas aussi qu'il y a peut-être un sujet de transparence aussi quand c'est un partenariat ? Oui, tout à fait. Juste avant, je vais juste rebondir sur ce que tu as dit. Du coup, le fait que l'influence, ça coûte cher. Toutes les marques ne peuvent pas se permettre, en tout cas au tout début, de créer des campagnes d'influence. Enfin, de toute façon, on va en parler après, parce qu'il y a la possibilité de faire des giftings. Donc, c'est vrai que du côté des influenceurs, il y a cette pression-là aussi de signer des contrats pour pouvoir être rémunéré. Et je comprends tout à fait qu'ils puissent avoir cette pression-là. Et vraiment, l'objectif, c'est pas de condamner les influenceurs en disant vous êtes tous nuls à collaborer avec des gros lobbies et tout. Mais c'est vraiment de se dire, ok, comment je réinvente aussi mon modèle économique finalement ? Qu'est-ce que je mets en place pour pouvoir me dire, ok, j'ai la possibilité, même si j'ai des équipes derrière à payer, de dire non, je ne fais pas ce partenariat avec cette marque-là, avec ce lobby-là. C'est juste ce que je voulais ajouter. Et du coup, tu m'as posé la question de la transparence au niveau des collaborations avec les marques, c'est ça ? Ouais. Déjà, pour moi, il y a 3 catégories dans une collaboration avec des marques en termes de transparence. Il y a déjà la transparence avec les influenceurs, c'est-à-dire que quand je travaille, donc les influenceurs
notamment Capucine du coup, elle a accès à tous les échanges de mails, donc elle a accès aux négociations qui sont en cours. Il y a eu plein de problèmes, notamment dans de grosses agences d'influence où les échanges de mails avec les marques se faisaient en interne, enfin l'influenceur n'avait pas du tout accès aux échanges de mails, et où du coup les agences arrivaient à négocier des gros contrats, mais payer les influenceurs beaucoup moins cher que ce qu'ils devaient être en fonction du budget de la campagne qui a été fixé. Et du coup pour moi il y a cette transparence déjà à avoir avec l'influenceur dans une collaboration, dans le sens où il est au courant de ce qui a été dit, il est au courant du prix qui a été négocié pour la campagne, et aussi c'est de se tenir informé régulièrement avec l'influenceur voilà, sur ce qui se passe, où l'agence et l'agent en est avec les marques. Après, il y a cette transparence également avec les marques, donc l'idée c'est pas de leur vendre du rêve, de leur dire oui, aujourd'hui on va vous vendre 1000 produits sur une campagne, ça on n'en sait rien. On sait pas du tout, nous de notre côté, on peut faire notre maximum pour élaborer une stratégie pertinente et cohérente, mais on peut pas savoir combien de ventes il va y avoir. Et c'est vrai que dans les agences, il y a beaucoup de ce fait de vendre du rêve, et du coup, il y a aucune transparence en fait, puisque c'est pas la réalité. Nous, on vend de la visibilité, de l'image de marque, de la notoriété, du conseil, mais pas du tout le fait de vendre ce qui n'est pas à notre portée en fait, finalement. Et aussi, la transparence, ça passe aussi par la création d'un contrat bien détaillé. Aujourd'hui, dans l'influence, il y a plein de collaborations qui se font sans réalisation de contrat, où chacun expose ses termes, où chacun expose ses besoins et son cadre, en fait, légal, juridique. Et pour moi, c'est hyper important et ça fait partie de la transparence, finalement. Et il y a cette transparence aussi au niveau de l'audience qui suit ces influenceurs, où, en fait, il faut, de toute façon dans la loi influence c'est écrit, mais il faut montrer, enfin en tout cas il faut dire que les partenariats sont rémunérés quand ils le sont, soit via l'option partenariat rémunéré disponible sur Instagram ou via des hashtags, donc contenu sponsorisé, partenariat rémunéré, pour être le plus transparent possible. Mais il y a le fait aussi de tester du coup les produits. On en a parlé tout à l'heure, mais vraiment de dire, voilà, le produit a été testé pendant 1 mois, 2 mois avant la collaboration. Donc aujourd'hui, je peux vous dire en toute transparence que ce produit a telle vertu, que ce produit, en tout cas sur ma peau et en fonction de mes problèmes à moi, par exemple, voilà, j'ai de l'eczéma, ce produit, il a réduit mes problèmes d'eczéma, ou au contraire, il les a pas réduits du tout, et d'avoir cette transparence-là au niveau des collaborations et des produits qui sont du coup testés en amont. Enfin, ça serait l'idéal, quoi. Et du coup, c'était ma question suivante. Comment est-ce que les réglementations actuelles influencent votre manière de travailler? Et est-ce que tu penses qu'elles sont suffisantes pour encadrer le secteur? La loi influence, il faut savoir qu'elle est sortie en 2023, en juin 2023. Donc moi, je travaillais déjà avec Capucine, et en réalité, la loi influence, grosso modo, c'est donc d'indiquer lorsqu'il s'agit d'une collaboration commerciale, d'indiquer quand il s'agit d'une photo retouchée, et l'interdiction de promouvoir la chirurgie esthétique, la crypto-monnaie, les produits à base de nicotine. Donc en fait, toutes ces choses-là, nous, on le faisait déjà, en tout cas en ce qui concerne la collaboration commerciale, mais on ne promeuvait pas du tout ce type de produit. Donc finalement, on appliquait déjà la réglementation sans qu'elle soit sortie. Du coup, est-ce que je pense que c'est suffisant pour encadrer le secteur? Je pense que c'est déjà bien. Parce qu'avant, il n'y avait pas ça, et on voyait de tout et n'importe quoi, même des produits dangereux pour la santé. Enfin, c'est juste pas possible. Mais c'est pas suffisant. Et je pense que à terme, ce qu'il faudrait, c'est vraiment avoir une fiche produit où on ait toutes les caractéristiques du produit, lors d'une collaboration, qu'on ait toutes les caractéristiques du produit, les matériaux de fabrication, les lieux de production de ces produits. Est-ce que ce produit a respecté les droits du travail? Est-ce qu'il a été fait dans des conditions, dans de bonnes conditions? Et quel est son impact écologique? Quelle est son empreinte carbone? Quelle est sa conséquence directe sur l'environnement? Et ça serait des informations incroyables, et je pense que toute audience aimerait avoir ce type d'informations. Même moi, en tant que consommatrice de contenu, ça serait incroyable que lors d'une collaboration, je sache l'empreinte carbone de ce produit. Donc je pense qu'à terme, ça serait bien, et en ce sens, ça serait suffisant pour encadrer le secteur et pour avoir d'autant plus de transparence, d'autant plus d'authenticité. Je pense que ça serait un genre de Yuka de l'influence.
Et là, on pourrait vraiment parler d'authenticité et de transparence. Super intéressant. Toi, aujourd'hui, avec Capucine, comment est-ce que justement vous mettez en place de l'éthique et de la transparence dans vos collaborations avec les marques? Alors actuellement, moi, quand je contacte des marques, je vais les chercher sur des plateformes qui ont leur propre charte en fait, et qui Mhm. regroupent des marques avec des engagements environnementaux. Donc il y a les plateformes comme Bien ou Bien et Toasty. Donc moi, Ok. je contacte uniquement ces marques qui sont déjà sur des plateformes qui ont des chartes environnementales. Actuellement, de mon côté, j'ai pas de charte, j'ai pas encore mis en place de charte. Mais effectivement, ça serait hyper intéressant de pouvoir en mettre une en place pour que l'audience sache réellement quels éléments de notre côté on choisit pour collaborer avec des marques. Par exemple, nous de notre côté, moi j'essaye vraiment d'avoir des partenariats avec des marques qui sont faits. C'est Mhm. vraiment en tout cas mon critère principal. Et après, quand j'ai un appel avec les marques et je discute avec eux de leurs engagements environnementaux. Donc effectivement, est-ce que par exemple quand il s'agit du textile, est-ce que si c'est du textile upcyclé, est-ce que c'est du textile bio? Et il y a tout ça qui se rajoute par la suite. Mais déjà, si le produit il est fait en Europe, ça respecte déjà les droits du travail, les droits de l'homme. Au niveau de l'empreinte carbone, c'est quand même beaucoup plus bas que des produits qui viennent, par exemple, de Chine. Et voilà, mais c'est vrai que j'aimerais beaucoup plus communiquer dessus, en tout cas pour la suite. Pour rappeler, donc tu travailles avec Capucine Coudrier qui a le compte Instagram Over the Rainbow, qui a quand même un contenu qui est assez engagé, militant sur le féminisme, la cause LGBTQ+. Comment est-ce que tu fais le tri aussi entre des marques qui ont vraiment une intention sincère en fait de faire ce partenariat et de peut-être promouvoir ces messages versus des marques qui vont potentiellement faire du féminisme washing ou donc, des fois c'est un peu difficile de creuser. Toi comment tu t'avances là-dessus? Alors en soi, c'est hyper simple. Ok. Quand on est contacté par des marques et qu'il y a zéro info sur leur site internet, c'est-à-dire il n'y a pas le lieu de fabrication des produits, il y a zéro page sur leur engagement écologique, je leur envoie un petit mail, ou si je vois que c'est une marque qui se dit engagée auprès des femmes et que en fait quand tu creuses, en fait quand on se rend compte, quand on commence à creuser sur les sites internet, ça se voit très vite s'il y a des infos ou pas en fait, en réalité. Et c'est vrai que ça me prend énormément de temps, mais j'arrive un peu à déceler et à me dire oulala, là là, mais en fait attention, ils disent que y a ça et puis finalement il y a zéro info dessus, on trouve rien. Et donc dans ce cas-là, soit je leur envoie un mail, enfin soit du coup ils m'envoient un mail et je leur réponds ok, trop cool. Nous on a pour mission de travailler avec des marques avec des engagements environnementaux. Voilà, vous avez vu, Capucine, elle crée du contenu féministe et LGBT, enfin que plus, c'est hyper important pour nous, ça nous tient vraiment à cœur. On travaille pas avec n'importe qui. Est-ce que vous pouvez nous donner plus d'informations? Et en général, quand c'est des marques qui font du pinkwashing ou du greenwashing, on Mhm. a en général genre plus de réponses. J'ai juste plus de réponses en fait. Et parce que je suis assez claire et je mets vraiment l'accent dessus. Parce que aussi, ça peut entacher l'image de Capucine et mon image en fait. C'est ça que moi je vois. Je me dis, mais en fait, si on se dit éthique en collaborant avec des marques vraiment engagées et que finalement, en fait, l'audience, elle voit que la marque, c'est du pinkwashing, du greenwashing, tout ce qu'on veut. Bah en fait, nous, ça nous discrédite derrière. Donc, on a zéro intérêt à faire ça, en fait. Du côté de Capucine, elle a une autre activité qui lui permet d'être rémunérée. Donc, les partenariats, ce n'est pas du tout une pression. Et c'est ce que j'aime beaucoup avec elle, c'est que elle m'a jamais mise la pression pour aucun partenariat. Donc, vraiment, genre, si on n'a pas envie, on le fait juste pas. Si on le sent pas, si on voit qu'il n'y a pas assez d'informations, bah non, on le fait pas. Je trouve qu'il y a deux points intéressants dans ce que tu viens de dire. Le premier, c'est qu'effectivement, si tu creuses un peu et dans le discours, généralement, tu n'as plus de réponse à ce moment-là. Et j'ai un peu la même expérience. En ce moment, j'ai pas mal de personnes, souvent des hommes d'ailleurs, qui me contactent pour le podcast, pour participer, enfin, soit faire une collaboration, soit être interviewé dans le podcast. Et bon, moi, je regarde rapidement leur profil. Je vois aucun lien avec le marketing responsable, l'aspect éthique ou durable, aucun engagement. Et donc, généralement, je pose la question. Genre, enfin, un peu, je dis, je suis ouverte aux discussions, mais est-ce que tu as un angle d'approche par rapport à l'impact environnemental ou sociétal du marketing?
Et là, je pense que j'ai zéro réponse à ces questions-là. Donc effectivement, ça fait le tri quand tu creuses un peu. Et le deuxième point que tu as mentionné, c'était l'aspect pression financière. Et en effet, je pense que ça, c'est un élément important. J'avais en tête l'exemple du podcast Folie douce de Lorraine Bastide qu'elle vient de sortir en début d'année. Et en fait, elle a fait un épisode d'introduction où elle explique de manière très transparente le financement de son projet, par notamment des sponsors, mais par aussi des abonnements payants à la newsletter, etc. Et je trouvais que cette transparence aussi sur, en fait, si vous voulez avoir du contenu de qualité, ça a un coût en fait de fabrication, etc. Et de pouvoir dire, d'être ouvert aussi sur la part de financement que prend les sponsors dans le projet. Je trouvais que ça, c'était intéressant, mais aussi, c'est effectivement, ne pas être complètement dépendant du sponsoring permet d'avoir cette position. On peut faire le tri et on peut être un peu sélectif. D'ailleurs, sur cet aspect sélectif et tri, toi, tu avais mentionné dans un post LinkedIn que désormais, avec Capucine, vous refusez toute demande d'affiliation et de gifting pour 2024. Déjà, est-ce que tu peux un peu nous décrire c'est quoi les différents types de partenariats et sponsoring que sont l'affiliation et le gifting, parce que je pense que tout le monde n'est pas au courant. Et ça, c'est la première question. Et deuxièmement, pourquoi cette décision ? Alors, je vais commencer par le gifting. Donc, le gifting, je vais prendre un exemple. On est contacté par une marque qui n'a pas trop de budget et qui souhaite offrir un produit à un influenceur en espérant que l'influenceur créera du contenu sur ce produit-là en taguant la marque pour gagner en visibilité. Donc ça, c'est le gifting. Il s'avère que le gifting, il y a énormément de... Rien que d'en parler, ça... En fait, je comprends que des marques n'aient pas du tout de budget et c'est OK. Et c'est pas du tout interdit de demander à des influenceurs s'ils sont OK de recevoir des produits gratuitement. Mais c'est que dans la majorité des cas, on reçoit un mail du genre « Bonjour, j'aimerais vous offrir ce produit. Est-ce que vous pouvez nous faire 2 stories, un réel, un carrousel ?» Et voilà, ça serait trop top. Merci, au revoir. Nous, derrière, on se sent pas du tout... En fait, on se dit, mais il est où l'éthique ? Parce que, ok, t'as pas beaucoup d'argent, il n'y a pas de souci. Nous, si le produit nous plaît, si les valeurs de la marque nous plaisent, c'est possible. On peut on peut accepter de recevoir un produit et peut-être potentiellement faire du contenu, mais ça nous engage en rien du tout. Derrière, on se dit, mais en fait, les marques ne représentent pas le travail que c'est de créer du contenu. Je pense que toi, Anaïs, tu le vois tous les jours en créant du contenu, en faisant ton podcast. Ça demande un temps fou. Il n'y a pas juste poster le contenu, mais il y a dans le cadre du podcast l'enregistrer, faire le montage, écrire la description. Enfin, c'est un travail monstre. Et du coup, il y a ce truc où on se sent pas respecté en tant que travailleuse finalement. Et ce qu'il faut savoir aussi du point de vue légal, c'est que maintenant l'influenceur doit déclarer le produit qu'il reçoit. Donc c'est-à-dire si une marque a un produit à 80 €, imaginons, l'influenceur doit déclarer auprès de l'URSSAF qu'il a touché 80 €, même s'il ne l'a pas touché et qu'il s'agit d'un produit, d'un cadeau. C'est comme si l'influenceur recevait de l'argent, donc c'est pas du tout rentable pour l'influenceur et au contraire ça lui fait perdre de l'argent. Donc je pense que c'est hyper important de le dire aux marques parce qu'elles en ont pas nécessairement conscience et c'est ok, mais de notre côté et surtout avec Capucine on est deux, comme je l'ai dit, on trie vraiment les marques sur le volet et donc on sait très bien, et en plus Capucine elle a donc une agence de communication en plus de la création de contenu qu'elle fait au quotidien. Et on sait très bien que si elle fait du gifting, elle aura pas le temps, en tout cas, de promouvoir gratuitement un contenu qui va lui demander du temps. Et donc, on préfère dire aux marques que finalement, non, nous, on le fait pas. Il y a d'autres influenceurs qui le font et tant mieux. Mais nous, on peut pas le faire par manque de temps. Et du fait qu'on trouve ça normal d'être rémunéré pour le travail qu'on fait, même si je le rappelle, on comprend bien qu'il y a des marques qui n'aient pas de budget influence. Donc ça, c'est le premier point. Sur le point de l'affiliation, c'est très simple, c'est comme à la télé. En fait, le marketing d'influence, il faut voir ça comme une publicité à la télé. Quand on va voir une publicité 2 minutes à la télé, on ne va pas passer à l'achat tout de suite.
On va passer à l'achat quand on va voir la publicité plusieurs fois. On va se dire, ah oui, ok, intéressant, une première fois. Puis ensuite, on va se dire, ah oui, c'est vrai, la pub, là, elle repasse une deuxième fois. Ah, ça pourrait peut-être répondre à mon besoin. Donc, soit ça répond à un besoin, soit ça répond pas du tout à un besoin. Mais en tout cas, quand ça répond à un besoin, on peut se questionner davantage sur la marque. Et par la suite, passer à l'achat. Le problème dans l'affiliation, donc l'affiliation, c'est le fait de payer un influenceur selon le nombre de ventes qu'il a effectué. Par exemple, sur un produit à 80 euros, l'influenceur va prendre 17% sur chaque vente. Voilà, c'est un exemple concret. Le problème dans tout ça, c'est que donc je le rappelle, l'influence, c'est vraiment permettre à une marque de gagner en visibilité, en notoriété et en image de marque. Bien sûr que l'objectif final, c'est de vendre, mais nous, c'est pas ce qu'on vend et c'est pas ce qu'on promet à une marque. Si une marque décide de collaborer avec nous sur le plan de l'affiliation pour un one-shot, en général, en one-shot, on va pas faire 2000 ventes, ce qui se comprend. Quand on voit une pub de 2 minutes sur Insta, on va pas nécessairement passer à l'achat. Donc en fait, encore une fois, pour nous, c'est pas du tout rentable. Ouais, c'était très clair. Et en fait, même ton dernier point, je le trouve hyper pertinent. Et ça, c'est quelque chose qu'on a tendance à voir souvent dans les campagnes d'influence, c'est d'essayer de passer un message de vente sur un canal de visibilité. Et c'est complètement contre-productif. C'est-à-dire qu'on est là pour apporter de la notoriété, de la crédibilité à la marque et pas forcément pour avoir tout de suite un message de vente, d'acquisition. Et souvent, ça vient annuler tous les effets positifs d'une campagne de visibilité et de notoriété. Justement, toi, avec ton expérience et ton expertise sur l'influence, quel conseil est-ce que tu donnerais aux marques qui cherchent à collaborer de manière authentique et responsable avec des influenceurs? Alors tout d'abord, je pense que je conseillerais aux marques de trouver, enfin en tout cas je conseille aux marques de trouver des influenceurs qui ont les mêmes valeurs et la même cible qu'une marque, c'est-à-dire qu'on ne prend pas un influenceur en se disant oui, l'influenceur là est trop cool. Non. Donc pour moi, tout d'abord, il faut trouver un influenceur qui a les mêmes valeurs et la même cible que son entreprise. Ensuite, c'est vraiment prendre le temps de présenter sa marque, notamment dans l'email, de présenter ses valeurs, son histoire, ce que vous recherchez en tant que marque. Est-ce que vous recherchez plutôt à gagner des abonnés? Est-ce que vous recherchez plutôt à vous faire connaître? Est-ce que vous cherchez plutôt à lancer un nouveau produit? Enfin, vraiment avec les objectifs. Et vraiment, il ne faut pas hésiter à faire un appel direct avec l'influenceur, avec l'agence ou l'agent en disant ok, voilà mes besoins, moi mes besoins c'est gagner des abonnés, agrandir ma communauté, ok, nous on a tel produit, je propose à l'influenceur qu'il choisisse le produit qu'il souhaite en fonction de lui, ses besoins. En fait on parle vraiment de besoins finalement et pas seulement de promouvoir un produit parce que l'influenceur il est rémunéré par ça. Vraiment le produit qui peut. L'objectif, c'est vraiment de promouvoir le produit qui peut correspondre à l'influenceur. Et dans ce cas-là, forcément, ça découlera d'une campagne authentique puisque les deux besoins ont été énumérés, ont été exprimés. Et du coup, il y a un accord qui se fait sur la base de besoins communs pour une collaboration authentique, responsable, transparente. Et c'est vraiment cet échange des besoins qui ne se fait pas en fait finalement en réalité sur le terrain. Faut être vrai, même et c'est ok, tu vois, les marques elles sont pas sensibilisées du tout à ça, mais elles viennent vraiment nous voir en nous disant ok, on veut ça comme ça. Et moi je suis là en mode mais vous voulez qu'on promouvoie vos marques, enfin votre marque et vos produits de façon authentique, mais comment le faire si vous nous imposez un produit, si vous nous imposez une création de contenu scriptée, où en fait Capucine elle récite juste un discours, enfin ça n'a aucune valeur en fait, et c'est hyper dommage. Donc vraiment, faut pas avoir peur de laisser les cartes blanches aux créateurs de contenu. De toute façon, si le créateur de contenu a les mêmes valeurs que vous, est aligné sur votre discours, il n'y aura aucun problème à créer une campagne hyper pertinente et cohérente.
Donc l'objectif, c'est vraiment de faire confiance à l'autre, de faire confiance aux professionnels du métier et de leur dire, voilà, je vous donne en main toutes les informations, toutes les clés. À vous de faire un contenu qui vous ressemble en fait et qui pourra parler à la communauté. Faut vraiment pas, du côté des marques, avoir cette peur-là de se dire « Ouh là là, qu'est-ce que l'influenceur va dire ?» Enfin, l'influenceur, il est pas là pour pourrir la notoriété de la marque. Enfin, c'est pas l'objectif. Donc vraiment faire confiance, donner chacun ses besoins et faire confiance l'un à l'autre. Complètement. Toi, dans cette optique, comment est-ce que tu vois l'évolution du marketing d'influence dans les prochaines années? Alors je pense qu'il y a encore du travail, il y a encore plein de campagnes qui se font surtout avec des gros influenceurs, avec, comme on l'a vu avec Thibaut InShape, mais il n'y a pas que Thibaut InShape, avec des gros lobbies qui posent problème et qui posent des questions de manipulation. Donc il y a encore un travail. Mais comme je l'ai dit, toute la faute n'est pas à rejeter sur les influenceurs. Et je pense qu'il y a une prise de conscience écologique qui vient notamment de l'audience, où maintenant l'audience n'hésite pas à dénoncer des campagnes ou des collaborations commerciales qui sont très loin des enjeux climatiques actuels. Et justement, il y a cet aspect réputationnel qui joue actuellement, où les influenceurs vont se dire « Ok, l'audience, elle est plus alertée sur la thématique de l'environnement et du coup, je vais faire attention à créer des campagnes qui soient en accord avec ses valeurs environnementales et ses engagements environnementaux parce que mon public demande ça en fait, demande des partenariats authentiques, transparents, où il y a de vraies alternatives qui sont proposées, où on nous propose des produits avec des empreintes carbone beaucoup plus basses, et c'est ok, et tout le monde est content, finalement. Donc je pense que les mentalités sont en train de changer, et que c'est en bien que les influenceurs repensent un peu plus leur business model, justement, à se dire, voilà, je ne dois pas dépendre des sponsorisations, mais je dois trouver une activité à côté qui me permette de me rémunérer, pour avoir ce choix aussi de marques avec lesquelles ils souhaitent collaborer. Et voilà, moi j'ai beaucoup d'espoir en tout cas pour la suite. Je pense que ça se fera pas tout de suite et qu'il y a encore beaucoup de choses à changer, mais j'ai beaucoup d'espoir et en fait c'est un milieu qui évolue tellement vite finalement que je pense que réellement les choses elles arriveront beaucoup plus vite qu'on ne le pense. Jade, si je te dis slow marketing, tu penses à quoi? Si je dis slow marketing, je pense à une vision durable de notre mode de fonctionnement. C'est d'abord une manière de se remettre en question en tant que professionnel du domaine, d'avoir cette vision-là durable de notre mode de fonctionnement en tant que professionnel. Super intéressant. Et si tu pouvais recommander une seule action que tous les marketeurs et marketeuses devraient adopter pour contribuer positivement à notre société, ça serait laquelle? Alors, c'est la base de la base, mais c'est se former, tout simplement. En réalité, le slow marketing, c'est arrivé là, il y a quelques années. C'est pas quelque chose d'ancien, c'est quelque chose de nouveau. Et je pense que le plus important, c'est vraiment se former, s'informer sur les pratiques qu'on peut mettre en place, nous, dans notre entreprise, pour permettre un marketing plus respectueux. Et ça peut paraître vraiment anodin, mais en fait, si toi-même tu te formes pas, si toi-même tu t'informes pas, en fait, tu peux pas passer le step d'inclure dans ton fonctionnement du marketing plus responsable. Complètement d'accord. Super, merci beaucoup pour cette dernière action et pour cet échange sur le marketing d'influence. Si on veut te suivre, plus d'informations, ça se passe où? LinkedIn, Jade Barthélemy, on peut me connecter sur LinkedIn, c'est là où je suis le plus active, où je suis à fond et où je fais des posts. Eh bien, merci. J'ajouterai toutes les ressources qu'on a mentionnées dans l'épisode, mais aussi le lien de ton profil et puis celui de Capucine. Un compte Instagram vraiment très intéressant et instructif que je recommande à 200%. Donc voilà, merci beaucoup. Merci Anaïs. C'est tout pour aujourd'hui. Rendez-vous dans 2 semaines pour un nouvel épisode. Si tu ne veux rien louper, abonne-toi à la newsletter ou à mon profil LinkedIn, Anaïs Baumgarten. Tous les liens sont dans la description. Merci pour ton écoute et à très vite sur Slow Marketing.